pour qu'on puisse proposer derrière le replay de ce webinaire, ainsi que les supports de présentation. Donc, il y a 3 intervenants pour ce webinaire. Donc, Julien Leroy, qui est chargé de communication pour Fibois Aura, Jean-Pierre Maté, qui est le prescripteur bois construction, et puis moi-même sur la partie chargée de mission innovation. Donc, je vous propose de découper ce webinaire en 3 parties. La première partie qui va concerner vraiment la présentation du concours, proprement dit, avec le règlement, les conditions d'éligibilité, etc. Ensuite, Jean-Pierre parlera du matériau bois, de ses caractéristiques et de ses possibilités. Et enfin, Julien nous parlera également un petit peu de l'application du bois dans le design, avec quelques références et pour avoir un peu des sources d'inspiration. Et je vous propose, comme là on est très très peu, que en fait, vous posiez vos questions peut-être au fil de l'eau. Comme ça évitera d'attendre la fin de chacune des parties pour... Donc, je pense que vous pourrez prendre la parole si vous le souhaitez. Voilà. Donc, juste pour commencer, Fibois Aura, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas l'interprofession de la filière forêt-bois d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, une interpro, c'est quoi? C'est nous, en tout cas, on est une association à but non lucratif, loi 1901, où on fédère en fait tous les entreprises et les acteurs de la filière forêt-bois de la région qui ont une activité économique dans la filière. On essaie de les fédérer, de les représenter, de les faire travailler ensemble et aussi de faire une grosse action de promotion de la filière pour qu'en fait elle continue à se développer de façon harmonieuse et que voilà, il n'y ait pas de voilà qu'on fasse en fait une sorte un peu de lobbying sur la partie bois pour que la filière se développe. On a une grosse action aussi sur la promotion des métiers, parce que c'est une des grosses problématiques actuellement de la filière forêt-bois, de trouver des bras pour fonctionner. Et puis, donc là, vous voyez donc la carte avec Fibois. Donc nous, on rayonne sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la particularité, c'est que dans chaque département de Rhône-Alpes, il y a des interprofessions départementales. Et en gros, nos actions sont, on va dire, communes, conjointes, ou en tout cas très complémentaires. Et l'objectif, c'est vraiment de promouvoir et de faire en sorte que la filière forêt-bois se développe. Et si on prend un peu de recul, même à l'échelle nationale, il y a des Fibois dans chacune des régions de France. Et donc, on est fédéré au sein de... Enfin, on est fédéré autour d'une structure qui s'appelle Fibois France, qui nous fait un peu travailler tous ensemble avec des partages d'expériences, etc., etc. Donc, je suis allé très vite sur Fibois parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est plutôt vraiment le concours bois français et design en Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on relance pour la 2e fois cette année. Donc, c'est un concours qui a pour objectif de vraiment mettre en lumière les bois français, donc toujours avec notre volonté de mettre en lumière la filière forêt-bois et les produits bois, les savoir-faire des entreprises régionales, et aussi montrer que le design peut vraiment avoir un intérêt, notamment en termes de valeur ajoutée, pour les entreprises de la filière forêt-bois. On va dire un objectif un peu plus loin, c'est d'essayer de faire connaître le design aux entreprises de la filière, les encourager à avoir recours à des démarches de design et faire aussi connaître l'offre de services des designers aux entreprises de la filière, parce que le lien entre designers et entreprises de la filière n'est pas forcément évident actuellement. On veut également essayer d'identifier des concepteurs qui se sont vraiment tournés vers le bois comme matériau de prédilection et mettre en lumière ce qu'ils savent faire pour vraiment faire une espèce de vitrine du design dans le bois. On va également essayer d'identifier des projets et des démarches qui mettent en avant les bois locaux, parce que vous allez voir que ce concours de design, c'est bois français et design, mais avec vraiment essayer de motiver les projets à base de bois régionaux, de préférence, pour les mettre en lumière, parce qu'on a certaines ressources régionales qui sont un petit peu en souffrance en termes d'utilisation. Et également montrer comment le design peut vraiment apporter des nouveaux débouchés, des nouvelles valeurs ajoutées aux produits actuellement réalisés, notamment, comme je vous ai dit, avec du sapin et du feuillu, qui sont les essences un peu très disponibles et sous-utilisées actuellement dans la région. Au niveau de l'éligibilité des candidats pour ce concours, donc il est ouvert aux designers, aux entreprises de la première et seconde transformation du bois,
aux étudiants et aux jeunes diplômés des écoles de design qui sont implantées dans la région. Petite précision sur les étudiants, ils peuvent participer à la condition de présenter donc une maquette ou un prototype. Il faut vraiment qu'on puisse avoir à la fin un projet, un produit à présenter, un objet à présenter, parce que ça va être, vous verrez après, on va essayer d'aller un peu plus loin que juste communiquer sur, sur les projets, c'est aussi les mettre en lumière dans le cadre d'une exposition. Et pour les étudiants et les jeunes diplômés, une candidature en équipe avec une entreprise de la filière, ce serait quand même quelque chose de positif, parce que ça permettrait de travailler vraiment sur un cas concret. Et donc, on encourage vraiment cette démarche-là. Donc, les candidats devront déposer un projet qui valorise les bois français et plus spécifiquement régionaux via un projet qui a été réalisé depuis moins de 3 ans. Et le designer, il peut soit être intégré à l'entreprise, soit il peut être un designer, un prestataire de service pour une entreprise. Et forcément, les entreprises qui seront candidates, elles doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Maintenant qu'on a vu l'éligibilité des candidats, on peut voir maintenant l'éligibilité de la réalisation. Donc, il y a quand même des contraintes liées aux choses qu'on veut obtenir, les objets qu'on veut mettre en lumière. Il faut déjà que ce soit un objet qui soit utile. On ne veut pas forcément que des objets décoratifs et artistiques. Il faut que ça mette en lumière du bois régional ou du bois de réemploi. Donc vraiment faire travailler du bois, quand je parle du bois, c'est vraiment de la ressource qui provient de notre région. Sont exclus, donc je vous ai dit, les objets qui sont purement esthétiques, les objets qui sont non déplaçables de l'ordre de l'agencement et de la micro-architecture, et également des objets qui auraient déjà été présentés lors des éditions passées du concours. Sont autorisés tous les projets qui valorisent donc du bois à la fois pour son côté utile, mais également son côté esthétique, sous réserve d'être un objet utile quand même. Et l'association de plusieurs matériaux est possible. Donc vous verrez, je vais vous montrer quelques exemples de ce qui a été présenté l'année dernière, et vous verrez qu'il y a quelques produits qui étaient en bimatériaux. Et vous pouvez également présenter directement un projet qui a déjà été fabriqué, sous réserve qu'il n'a pas été présenté aux éditions passées. Donc, vous allez voir le calendrier, mais donc à terme, donc on va avoir des candidatures. Ils vont tous être soumis à un jury régional qui est composé paritairement de représentants d'institutions, de professionnels du design et de professionnels de la filière forêt-bois, et qui vont juger les candidatures sur plusieurs aspects, notamment la qualité générale du dossier, le respect des règles du concours, l'esthétisme, l'innovation, la faisabilité technique du projet. Donc je les liste un petit peu comme ça, mais vous les retrouverez plus tard. Voilà, on regardera aussi les impacts forcément socio-économiques et environnementaux du projet. Et un des aspects qui est vraiment important, c'est la valorisation du bois local et la justification des essences retenues dans le cadre du projet. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc, les candidats vont déposer une candidature auprès de Fiboaura. On va définir un jury qui va analyser les candidatures et choisir les 3 meilleurs candidats avec les critères de sélection que je viens de vous énumérer. Donc, les 3 lauréats bénéficieront d'une communication très appuyée via tous nos outils de communication au sein de l'interprofession régionale, mais également via les interprofessions territoriales, sur lesquelles on s'appuie beaucoup pour à la fois diffuser les informations puis nous aider à communiquer auprès des entreprises. Et notamment via tous nos outils de communication, on a les réseaux sociaux, les newsletters, et on a aussi un magazine qui s'appelle Mention Bois, qui est un trimestriel qui est assez qui touche vraiment une cible très très large, et dans lequel on a une page innovation, et on mettra en lumière les candidats, enfin les lauréats dans le cadre de cette page innovation du Mention Bois. On va également essayer cette année de muscler un peu la communication vers le grand public pour faire justement mettre en lumière le design et le bois. C'est une vocation qu'on a sur ce concours, de toucher le grand public également, donc en utilisant les réseaux sociaux et également faisant une relation presse spécifique à l'issue du concours régional.
Et le titre de cette diapo, c'est un prix peut en cacher un autre, parce qu'en plus de bénéficier de cette communication-là, tous les lauréats et peut-être même tous les candidats seront soumis à la chef de l'exposition de la Paris Design Week de Paris, parce qu'il y a une exposition sur le bois qui est dédiée dans le cadre de cette Paris Design Week. Et donc tous les projets seront soumis à cette chef des expositions, d'un jury, on va dire, national. Tout sera passé au filtre et éventuellement certains des projets qui ont été déposés et retenus et lauréats du concours régional pourront être exposés dans le cadre de cette exposition à Paris. Voilà. Et pour information, donc pour ceux qui veulent augmenter leurs chances d'aller être exposés à la Paris Design Week, cette année, le thématique de la Paris Design Week sera autour de l'aménagement extérieur, enfin, en tout cas sur la partie exposition de bois. Et donc, si vous voulez participer à cette Expo Paris Design Week, en tout cas candidater à la fois au concours régional et ensuite à la Paris Design Week, vous pouvez, il y a des obligations, voilà, il faut que vous donniez accès donner toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse communiquer dessus, autoriser à Fibois, donc à notre réseau, de publier le nom, le logo et l'adresse de l'entreprise ou de l'école, la description non confidentielle du projet, etc., etc. Donc en fait, il y a des obligations pour qu'on puisse bien communiquer via cette Paris Design Week sur les projets qui seront retenus. Donc il faudra aussi que vous livriez vous-même le produit à Paris et que vous le récupériez également en temps et en heure. Voilà. Le calendrier, donc là on est le 15 février, donc dans 2 semaines, on a le lancement vraiment des candidatures. On va les gens pourront enfin déposer leur candidature au 1er mars. Donc on a 2 mois, on laisse l'ouverture des dépôts de candidature pendant 2 mois. Ensuite, il y aura début mai le jury régional, donc comme je vous l'ai expliqué. Ensuite, il y aura le comité de sélection national de la Paris Design Week qui va se réunir et qui va regarder parmi tous les candidats et lauréats de la région qui pourraient éventuellement être exposés à la Paris Design Week. Et ensuite, bon voilà, il y a la Paris Design Week qui a lieu normalement du 7 au 17 septembre 2023, où il faudra un petit peu en amont installer les produits. Et à la fin, donc, je sais qu'il y a le 16 et 17, c'est un peu prolongé la Paris Design Week, parce qu'il y a les journées du patrimoine, donc on en profite également d'exposer les produits dans le cadre de cette Paris Design Week et ces journées du patrimoine, parce que souvent, c'est un très bel écrin d'un point de vue architectural sur l'exposition de la Paris Design Week. Souvent, c'est des belles bibliothèques, et donc elles sont souvent visitées aussi par du grand public, notamment dans le cadre des journées du patrimoine. Et ensuite, il faut récupérer et démonter les produits. Alors là, je vous montre juste très rapidement la diversité des produits qui ont été déposés en 2022. Donc, il y a eu 11 candidatures. Alors, ça allait de mobilier, comme vous voyez, mobilier d'intérieur, mobilier d'extérieur, des petites voitures en bois, encore un peu de mobilier, des aménagements extérieurs. Voilà, ça a été un peu la diversité des produits qui ont été présentés l'année dernière. Je vous propose maintenant donc de laisser la parole à... Est-ce que vous avez des questions sur le concours, comment il est organisé, sachant que je vous ai remis un lien sur ce diaporama-là qu'on va communiquer très largement, très rapidement, parce qu'en fait, vous retrouverez tous les éléments sur le règlement intérieur, sur le calendrier, le formulaire pour déposer une candidature. Tout se situera sur cette page qui est hébergée sur le site de Fibois Aura. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, je vais passer la main à mon collègue Jean-Pierre. Du coup, tu me passes les diapos alors, Nico, hein, ouais, c'est ça? tu me fais signe. Ouais, ok, ça marche. Donc, moi, je vais vous présenter. Alors, moi, je me suis concentré sur les caractéristiques qui sont intéressantes pour vous à connaître dans le cadre de ce concours Bois et Design. Donc, on va surtout parler de bois en extérieur, donc durabilité, classe d'emploi,
selon les différentes essences de bois que l'on retrouve. Ça sera, pareil pour le bois de réemploi, hein. On parle d'un terme générique bois, mais on devrait parler en fait d'essence, hein, parce que chaque essence a vraiment ses spécificités. Donc là, juste, pour vous, montrer un élément essentiel dans justement cette durabilité naturelle ou conférée, on va parler des 2 choses. Donc la durabilité naturelle, certaines essences de bois l'ont et notamment au niveau du duramen, d'ailleurs qu'au niveau du duramen. Donc c'est la partie, centrale, quand vous coupez, une grume ou un billon de bois par exemple. Donc là, on a pris l'exemple d'un chêne. Vous voyez qu'au centre, on a cette partie duraminisée. Après, à sa périphérie, vous avez l'aubier qui, elle, est la partie qui n'est jamais durable, hein. C'est là où se passent en fait tous les échanges de sève. Et ensuite, d'autres parties, l'écorce qui libère le cambium. Bon, ça a peu d'intérêt en fait pour vous de connaître les fonctions de ces différentes couches. Voilà. Et en fait, c'est une espèce de machine qui, par la photosynthèse, va produire de la matière bois qui est composée notamment à 50 de carbone. Tu peux passer l'autre diapo, Nicolas. Donc, comme je vous disais, 50 de carbone pour le bois. C'est en ça qu'il est intéressant, en fait, de l'utiliser dans la construction ou dans les objets du quotidien, et ce qu'on vous demande d'ailleurs, dans le cadre, de ce concours. Donc il est plutôt intéressant d'un point de vue, impact environnemental. Par la photosynthèse, il capte le CO2, il rejette de l'oxygène, l'arbre en croissance et il stocke, ce carbone qui est, responsable de l'accroissement de l'effet de serre. Bon là, c'est des calculs après, ça a aussi assez peu d'importance, au niveau des mètres cubes de bois selon si c'est des feuillus ou des résineux, bah, ça stockera pas forcément la même quantité. En gros, sur, ce qu'il faut, retenir, et je préférais même moi cette formule mnémotechnique, c'est quand vous utilisez 1 m3 de bois, en fait, vous, prélevez ou vous évitez, l'émission d'1 tonne de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, il faut retenir ça, en fait. C'est une moyenne, en prenant feuillu ou résineux. On peut passer à la prochaine diapo. Une des caractéristiques qu'il faut bien avoir en tête, alors il y a une première image en haut à droite qui vous précise en fait le sens, c'est ce qu'on appelle, l'anisotropie du bois. En fait, selon le sens, donc tangentiel, radial ou transversal, le comportement, du bois n'est pas tout à fait le même. Il va, notamment en matière, d'humidité ou de séchage, heu, ne pas perdre en dimension, ne pas maigrir, ne pas perdre en longueur s'il est, dans le sens si on prend la section transversale. En, section, tangentielle, par exemple, là, il va beaucoup maigrir ou beaucoup grossir en fonction de sa reprise d'humidité ou de son séchage. Il est composé ensuite avec des cernes d'accroissement, donc ça tout le monde connaît. En fait, on calcule, bah, le nombre d'années qu'a, l'arbre avec ces fameuses cernes d'accroissement qui sont composées de cernes de printemps et de cernes d'été. Donc il y a une période très active avec, échange de sève et cetera au niveau du printemps. Vous avez des tuyaux, on va dire qu'un morceau, un arbre, c'est un peu, très schématiquement, comme un paquet de spaghettis en fait, que vous mettez, debout à la verticale. Vous avez donc on imagine que les spaghettis, c'est tout autant de petits tuyaux, en fait, hein, et vous avez donc des gros tuyaux et des petits tuyaux. Les gros tuyaux, c'est plutôt au printemps, vous les avez, donc il y a plus, en fait, de vide que de matière et contrairement à l'été où vous avez plus de matière que de vide parce que là, l'activité, en fait, est beaucoup moins importante et vous avez un arrêt de l'activité en période hivernale. Donc on est sur des bois de zones tempérées et non pas tropicales, où là vous avez une continuité de la croissance, donc vous n'avez pas, ces cernes qui sont marquées en fait. Vous n'avez pas de saison, de saisonnalité pour les bois tropicaux.
Donc ça a une incidence, ensuite sur, par exemple, la résistance mécanique du bois. Là, en matière de densité de matière, par exemple, vous allez, du simple, presque au triple, en fonction si vous êtes sur un bois de printemps ou un bois d'été. On peut passer à la suivante. Donc une vue un petit peu différente, on avait une vue une vue résineux pardon sur la diapo d'avant. Là où vous avez, des vues microscopiques, plutôt sur les feuillus. Vous voyez que la composition est pas tout à fait la même. Vous avez les feuillus à port diffus et les feuillus à zone initiale poreuse. On n'a pas le temps de développer, ce sujet-là. Ce qu'il faut voir, vous voyez, c'est que le feuillu, vous avez plus de matière, vous avez moins de, d'espace vide, ce qui explique en fait une densité plus importante sur les feuillus, globalement, par rapport à des résineux. C'est globalement, hein, après il y a encore des spécificités par essence où vous avez des feuillus, légers, des feuillus mi-lourds et des feuillus lourds. Donc ça, c'est variable. Un peuplier, par exemple, qui est un feuillu, sera un bois plutôt léger, un chêne sera un bois, considéré comme lourd, donc avec une densité beaucoup plus importante. On peut passer. Donc selon la coupe, il y a aussi une histoire d'esthétique. Vous aurez, oui, un dessin du bois qui n'est pas le même selon, que vous êtes sur une coupe transversale, une coupe radiale ou une coupe tangentielle. Donc ça peut avoir une incidence d'un point de vue, esthétique aussi. On peut passer à la suivante. Donc ça, c'est sur les feuillus avec, sur la coupe radiale, par rapport au hêtre et au chêne, ce qu'on peut observer aussi et ce qu'on appelle en fait, de la mayure, c'est en fait des canaux, transversaux, hem, qui sont perpendiculaires, on va dire, à ce paquet de spaghettis. Vous avez quelques gros canaux comme ça qui sont transversaux et donc qui sont un peu plus marqués quand on est sur cette, coupe radiale, au niveau de certains feuillus, notamment le hêtre et le chêne. On peut passer. Au niveau de l'hygroscopie, du bois, un bois quand il va être abattu en forêt, il pourra avoir, plus de 100 d'humidité voilà, dans ce qu'on appelle entre l'eau libre et l'eau liée. Donc l'eau libre, c'est ce qui va être, dans les cavités en fait des cellules, dans les espaces vides en fait, hein. L'eau liée, c'est ce qui va être dans la matière bois. Donc le bois, pour l'utiliser, que ce soit dans la construction et d'autant plus, dans les objets d'ameublement et cetera, on doit le ramener à un taux d'humidité inférieur à son point de saturation des fibres, qui est, aux alentours de 30. Donc ça veut dire que jusqu'à 30, quand on fait sécher le bois, il n'y a pas de perte de matière, donc il ne, la section en fait de la pièce de bois ne bouge pas. Par contre, à partir de 30 de 30 et moins, vous avez une perte, de matière, enfin un maigrissement, du bois. Donc là, vous avez des sections qui peuvent, fluctuer de manière plus ou moins importante selon le sens, selon si vous êtes en radial, transversal ou tangentiel. On peut passer à la diapo suivante. Donc vous utilisez, oui, pardon, point important, quand vous êtes, alors moi je connais plus les bois utilisés en construction, vous êtes à peu près aux alentours de 18 pour tout ce qui est bois massif qui va être utilisé dans la construction. Dès que vous voulez coller du bois, vous serez plus aux alentours de 12 de taux d'humidité. Ça, c'est une question, un critère à respecter pour que vous ayez une bonne prise, de la colle, entre les pièces de bois que vous collez, notamment. Donc il y a pas que le taux d'humidité qui joue, il y a aussi la température de la pièce dans laquelle vous allez faire ce collage, le taux d'humidité de la pièce dans laquelle vous allez faire ce collage. Enfin bref, quand on est sur des bois de structure, on prête attention à tout ça pour avoir un produit, in fine qui soit fiable. Donc comme je vous le disais, là, c'est un peu plus, visuel pour comprendre, comment, varie, de manière dimensionnelle une pièce de bois
en fonction de son plan. Donc au niveau du plan tangentiel, vous voyez que vous imaginez par exemple une lame de parquet ou une lame de terrasse. Quand vous laissez des espaces, vides entre les lames de terrasse, ben, c'est justement pour pouvoir compenser en fait ce retrait, qui est aux alentours de 10, mais qui est variable, vous voyez, selon les essences. Mais c'est une valeur moyenne qu'il faut avoir en tête. Donc on va laisser cet espace. Pourquoi? Parce que le bois, il va être posé à un certain taux d'humidité qui va être défini en fonction du lieu où il va être posé. On a une carte de France qui, vous présente en fait, les taux d'humidité en fonction de la situation géographique dans laquelle vous vous trouvez et donc elle est différente en hiver et en été. Vous allez prendre une, moyenne de ce taux d'humidité et vous allez comme ça, pouvoir calculer en fait le taux d'humidité auquel le bois doit être posé en fonction de la période où vous allez le poser. Et du coup, vous allez déterminer aussi ce que la pièce va reprendre quand le taux d'humidité va augmenter et ce que la pièce va perdre en section quand le taux d'humidité va baisser. Donc vous pouvez calculer vos, espacements entre les lames de terrasse. Donc pareil sur, l'épaisseur. Par contre, au niveau axial, vous avez quasiment aucun retrait, aucun, gonflement, en fait. Là, vous avez une variation dimensionnelle nulle. Donc il faut bien faire attention à ça, c'est sur la largeur et sur l'épaisseur. On peut passer à la suivante. Toujours sur cet aspect, hygroscopique, du bois, et sur les retraits ou les reprises d'humidité. Là, c'est on vous explique en fait que selon là, où on va, heu, comment dire? Selon dans la grume ou dans le billon, selon là où on va prendre, où on va, prendre un peu la pièce de bois, où la déformation ne sera pas, la même partout. En France, les scieries font beaucoup de débit sur d'os. Donc vous aurez plutôt ce phénomène-là, des pièces de bois quand elles vont sécher, donc c'est ce qu'on appelle le tuilage. Donc ça veut dire que la pièce de bois, en fait, va gonfler à cœur. Quand vous les prenez, par exemple sur un débit sur quartier, vous aurez, très peu de retrait, très peu de déformation, en fait, très peu de gonflement, enfin vous aurez du gonflement et du retrait, mais vous aurez ça en engendrera que très peu de déformation. Quand vous êtes hacker, par exemple, vous voyez qu'il y a un gonflement, de part et d'autre, du cœur, au niveau de l'épaisseur. Voilà et vous avez différents phénomènes, en fait, qu'il faut, essayer, d'anticiper en fonction justement de ce type de sciage, mais aussi en fonction des, singularités que vous pourrez retrouver sur une pièce de bois. Donc des flèches de champ, du gauchissement, du tuilage et cetera. On peut passer. Là, on vous a mis quelques exemples par rapport, on a un classement qui existe aussi en fonction des essences de bois, un classement visuel pour, alors soit de considération esthétique, soit pour, le classer d'un point de vue mécanique. Donc on regarde en fait les singularités, du bois, donc les nœuds, la grosseur des nœuds, savoir si c'est des nœuds simples, si c'est des nœuds, qui, qui sont, qui ne s'attachent pas sur la pièce et qui vont, créer un trou, s'il y a de la pente de fil, s'il y a voilà. On regarde toutes ces singularités-là et on va définir, on va, classer cette pièce de bois en fonction, de ce qu'on a vu sur, la pièce en matière de singularité. On va la classer de manière mécanique ou de manière esthétique. Donc ça, vous avez un classement qui existe pour chaque, chaque essence de bois. Donc voilà ce que ça représente au niveau des choix. Vous voyez, ben, par exemple, pour le châtaignier, le choix CFA, c'est le plus beau choix qui présente le moins de singularités, possible. Donc c'est des choses qu'on va privilégier pour certains usages, alors que le choix CF3, par exemple, vous voyez qu'il y a, plus de nœuds en fait, des gros nœuds qui sont plus présents, et cetera. Donc pour un autre usage. Ici, vous avez un autre exemple de classement visuel, du Douglas, par exemple, donc qui reprend en fait les différentes singularités, un diamètre de nœud, fente, flash et cetera.
La définition, des classes d'emploi, alors ici j'ai enlevé la classe d'emploi 1 et la classe d'emploi 5 qui ne devraient pas vous concerner en fait dans les objets dans ce que vous allez concevoir a priori. Heu, En fait, on a déterminé des classes d'emploi, afin de savoir, quel type, d'essence, on peut utiliser, heu et de manière naturelle ou quel type de traitement on doit apporter à l'essence de bois pour pouvoir l'utiliser dans cette destination-là qui est, déterminée par ces classes d'emploi. Vous avez là, je vous ai mis que 4 classes d'emploi, la classe 5, alors la classe 1 étant tout ce qui est en intérieur qui n'est jamais soumis à humidité et la classe d'emploi 5, c'est, tout ce qui va, tout ce qui est immergé en eau de mer. Et donc vous avez un distinguo entre 2 et 4 sur la classe d'emploi 3. Vous avez 2 types, de classe d'emploi, 3.1 et 3.2, où on verra comment, un peu plus tard, comment on les choisit. Là, vous avez un petit tableau qui vous présente en fait, la durabilité, de certaines essences. Alors durabilité naturelle et on parle bien d'essence de bois où on a retiré l'aubier. Donc on conserve que le duramen, c'est toujours le duramen qui est naturellement durable. L'aubier, lui, n'est, jamais considéré comme, étant naturellement durable. Donc vous avez, voilà, entre, c'est les essences résineuses et feuillues qu'on retrouve le plus couramment, en France, en fait, hein. Donc les sols qui peuvent répondre à la classe d'emploi 4, donc être utilisés en extérieur, en contact avec le sol, par exemple, vous avez le chêne, le châtaignier et le robinier. Là, c'est pour des éléments, surtout de vêture où il y a des petites nuances, à prendre en compte par rapport à cet aspect d'aubier, savoir où est-ce qu'il est placé et sa proportion. Notamment sur le Douglas, on considère quand il est hors aubier qu'il est en classe d'emploi qui répond à la classe d'emploi 3.2, donc qui peut être utilisé dans les conditions de la classe définies dans le cadre de la classe d'emploi 3.2. Heu, L'aubier, non visible après mise en œuvre, donc là, dans le cas d'un bardage, par exemple, vous voyez qu'on a pris soin de bien positionner la partie duraménisée côté extérieur, donc la partie qui est la plus naturellement durable par rapport à l'aubier qui est protégé lui, donc face, en fait, contre un mur ou contre une paroi ou voilà, quelque chose dans ce genre. Donc là, on considère, la pièce de bois répondant à une situation dans le cadre définie dans le cadre de la classe d'emploi 3.1. Et par contre, dès qu'on a une présence d'aubier en contact avec l'extérieur, on ne répond plus qu'à la classe d'emploi 2. Donc ça veut dire qu'on devra, si on doit répondre, à une situation définie dans une classe d'emploi supérieure, on devra lui appliquer, un traitement ou, un système qui lui permette de préserver le bois afin qu'il réponde à une classe d'emploi supérieure. Pardon. On peut passer sur la diapo suivante. Donc comment on définit ces classes d'emploi? Il faut déjà considérer, le bois s'il est protégé ou non. En fait, vous avez une petite formule qui existe. Là, on prend le cas, d'un débord de toit parce que ça a été défini dans le cadre d'une norme qui concerne la construction. Donc on regarde en fait la hauteur que ça protège, c'est égal à 2 fois et demi, la largeur du débord de toit, par exemple. Et dans ce cas-là, on peut utiliser des bois qui répondent à la situation définie dans le cadre de la classe d'emploi 2. Si vous êtes dans la zone qui est non protégée par ce débord, on passe, sur la classe d'emploi supérieure. Donc on définit la condition climatique dans laquelle on se trouve, alors que ça soit au niveau, national, mais aussi au niveau local. C'est-à-dire que là, vous avez une carte de France qui vous présente, les zones, climatiques, sèches, modérées et humides. C'est en fonction en fait du nombre moyen annuel de jours de précipitations qui sont supérieurs à 1 millimètre. Donc vous voyez qu'il y a des petites taches. En général, ces petites taches, en zone humide sont plutôt dans des régions, de montagne, moyenne, haute montagne.
Mais il faut aussi considérer l'aspect plus local. C'est-à-dire que si votre projet, il se situe, dans une zone, climatique modérée, mais, en fond de vallée, à côté d'un ruisseau, qui ne voit, jamais le soleil, notamment en hiver, dans ce cas-là, il faudra plutôt considérer que vous êtes dans un cas, plutôt défavorable et donc, passer, sur une classe d'emploi, supérieure. On va considérer la massivité des pièces de bois. Donc là, en fait, ce qu'on va regarder, c'est, selon l'épaisseur de la pièce de bois, en gros, c'est, plus une pièce de bois est épaisse et plus elle mettra de temps à sécher quand elle sera soumise à humidité. On distingue en fait, bois massif abouté et bois massif, reconstitué et bois, lamellé et collé. On le verra, dans la présentation des produits bois. Et enfin, la conception des ouvrages. C'est-à-dire qu'on va s'attacher en fait à, faire en sorte que si le bois doit être, humidifié, ben, que l'humidité, l'eau de pluie et cetera puisse, s'écouler, s'évacuer facilement, heu et cette conc ce qui correspond à cette conception drainante en fait, et que c cette conception drainante, on va aussi, faire en sorte, que, le bois sèche rapidement une fois qu'il aura été humidifié. Donc piégeant, en gros, c'est 2 pièces de bois, assemblées l'une dans l'autre, moyennement piégeant, c'est, 2 pièces de bois l'une contre l'autre et drainant, on fait en sorte de faire un assemblage dissocié entre les 2 pièces de bois. Donc de trouver un système pour, ne pas avoir les pièces de bois l'une contre l'autre et créer ainsi un espace où, l'eau peut s'évacuer et où l'air peut passer pour pouvoir sécher le bois. Voilà, c'est ce qu'on vous présente ici typiquement. Pour les terrasses, pour les assemblages, pour les bardages. On peut passer, ouais, à la diapo suivante. Là, vous avez 2 tableaux qui vous permettent, en fait, de définir la classe d'emploi vous avez 2 cas, cas général, cas particulier. Cas particulier, c'est quand vous êtes dans une plus forte exposition, donc dans des conditions, un peu plus dures en matière voilà, d'humidité, de conditions climatiques, en fait. Donc c'est assez simple, hein, vous définissez la massivité de votre pièce de bois. Là, par exemple, vous êtes sur une massivité moyenne, vous avez fait une conception drainante, vous êtes dans des conditions climatiques, plutôt humides, donc vous êtes sur une place d'emploi 3-2 et ça, il faut faire attention parce que du coup, vous pouvez passer de 3-2 à 4 et ça a une conséquence sur le choix de l'essence de bois, mais aussi sur le fait de lui appliquer un traitement de préservation ou pas. Donc c'est, très important dès le départ, d'avoir en tête, ces, ce ce ces différents critères qui, permettent de définir la classe d'emploi et donc l'essence que vous allez choisir après. On peut passer. Un autre critère à prendre en compte, c'est la longévité. En fait, en fonction des essences et en fonction de la classe d'emploi et ben, vous avez une longévité qui est définie, ce qui va de 10 à plus de 100 ans. Par exemple, ben, le chêne, dans une classe d'emploi 1, c'est-à-dire que, sur un parquet, par exemple, et ben, on sait que là, il y aura pas de souci, on pourra le conserver plus de 100 ans. La cathédrale, enfin la charpente de la cathédrale Notre-Dame, alors je sais 300 ou 400 ans, peut-être même plus d'ailleurs que la charpente avait, j'ai plus en tête, mais vous voyez, ça peut durer des centaines d'années si, le bois est protégé de l'humidité et dans des zones, ventilées. Donc on va aussi se poser la question de quelle longévité on veut derrière. On peut aussi avoir affaire à un maître d'ouvrage, à un objet aussi où on se dit: «Ben, je le fais en sapin, il ne sera pas traité, par contre je sais qu'il va durer que 3 ans ou 5 ans, 10 ans». Vous voyez? C'est, un critère à prendre en compte, cet aspect longévité. On peut poursuivre. On va parler, donc les traitements. Vous avez 2 types de traitements qui existent. Donc les traitements par trempage, c'est plutôt des traitements qui vont permettre d'atteindre jusqu'à la classe d'emploi 3-1. Donc pour les bois qui ne sont pas naturellement durables ou des bois naturellement durables où il y a une présence d'OB qui est trop importante ou voilà, qui n'est pas, requise pour l'emploi, que l'on vise.
ou le traitement par autoclave, c'est-à-dire que là, on vient injecter un produit de préservation, à l au plus profond dans la pièce de bois. Ce qu'on appelle hacker, on vient en fait essayer d'imprégner toute la partie aubireuse, donc jusqu'au duramen. Le duramen, est, dans la plupart des temps, pas imprégnable et vous avez même de l'aubier qui est pas ou peu imprégnable. Enfin ça, c'est des caractéristiques, ce qu'on appelle l'imprégnabilité des essences de bois et qui varient selon les essences de bois. Donc à chaque fois qu'on vient si un bois est traité et qu'on vient l'usiner, le couper et cetera, il faut systématiquement venir, remettre, du produit de préservation sur la partie qui est coupée ou qui est usinée. On peut passer à la suivante. Vous avez ce qu'on appelle même si ça commence maintenant à dater heu, au niveau type de traitement un peu nouveau qui existe. Vous avez le traitement à haute température du bois, donc ce qui consiste en fait à chauffer, le matériau bois, à éliminer en fait, tout ce qui est, peut servir de nourriture, aux champignons ou aux larves, d'insectes. Hem, Par contre, ça vous voyez que ça le marque, en fait, on le chauffe, donc du coup, on on change son aspect esthétique. C'est quelque chose un bois qui devient plus brun, en fait. Toutes les essences, brunissent, hein, pour le coup, dès qu'on les chauffe, et qui le rend aussi, d'un point de vue, résistance mécanique, un peu plus fragile, un peu plus cassant. En fait, on casse par, par le traitement à haute température, on casse des liaisons, du matériau bois. Ce qui le rend, toutes les liaisons en fait qui font ces caractéristiques mécaniques et ben, on en casse une partie. Vous avez aussi d'autres types, donc la modification donc par injection qui s'appelle, l'acétylation, qui est développée par la marque Accoya. On y injecte en fait, une espèce de dérivé ou déchet, du vinaigre et la furfurilation où on y injecte et on chauffe le bois, donc on y injecte un dérivé, de la transformation de la canne à sucre, et on chauffe après derrière. Par contre, alors c'est 2, autant le traitement haute température, on peut l'appliquer sur, beaucoup d'essences de bois. Autant, les modifications par acétylation ou par furfurilation, on l'applique surtout sur, le pin radiata qui n'est pas, du tout une essence, européenne, mais plutôt une essence qu'on retrouve en Amérique du Sud ou en Nouvelle-Zélande. Donc il faut considérer aussi, l'impact environnemental, du choix, de 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 ces types de traitements. On peut passer à la suivante. Là, c'est une autre caractéristique du matériau bois où on dit que le bois, est un matériau isolant. Alors c'est vrai par rapport à certains autres matériaux. En revanche, c'est faux si heu, on le compare avec des matériaux d'isolation. Il a un lambda environ de 0,12 pour ce qui est, des résineux légers comme le sapin et l'épicéa, alors que vous êtes sur du 0,035, 38, 40, voire même 32 pour des matériaux d'isolation type, que ce soit de la laine minérale, heu de la laine de bois, ou de la laine de chanvre, par exemple. On peut passer. Et le bois, ça brûle, oui, mais ce qui est intéressant, dans le bois, c'est qu'on peut, maîtriser en fait on connaît, le temps de combustion. En gros, le bois brûle à hauteur de, 0,7 millimètres par minute. Ce qui fait qu'en fait, on peut dimensionner une pièce de bois par rapport, à la durée que l'on souhaite, que si c'est un bois qui est utilisé en structure, et ben, on peut dimensionner la pièce de bois par rapport à la durée que l'on souhaite, avant que le bâtiment ne s'effondre ou que la pièce de bois ne résiste plus par rapport aux efforts, ou, aux charges qu'elle doit supporter. Après il y a d'autres avantages, hein, par rapport au fait qu'il protège aussi, les assemblages métal, qu'il a une très faible dilatation. Le métal, sous l'effet de la chaleur, aura tendance à se déformer, ce qui n'est pas, le cas du bois. Ensuite, les dérivés, c'est vrai que ça avance vite, on est bientôt à la fin, donc on va passer peut-être un petit peu plus vite. On va vous présenter là quelques, alors
Vous avez différentes filières de transformation du bois, tout ce qui est, et qui nous amène ensuite à des produits et à des composants. Donc on a le sciage, tout ce qui est dérivé du sciage, du déroulage, du tranchage et de la trituration. Vas-y, tu peux passer. Donc tout ce qui est, dérivé du sciage, vous avez les bois massifs, tout ce qui est bois collé, qui sont utilisés, en structure verticale, horizontale ou pour, différents objets, hein, sur, hem, l'agencement par exemple, on va retrouver beaucoup de panneaux, CLT qu'on appelle 3 plis. Heu, Là, il faudra bien veiller à faire attention sur un usage en extérieur, à ce que vous ayez des produits avec des colles, qui puissent résister aux intempéries et dans le temps, ou alors toujours, avoir cette idée de protection aussi des pièces de bois, dans l'ouvrage. On peut passer. Donc tout ce qui est dérivé du déroulage, ben, les fameux panneaux de contreplaqué, par exemple, qui sont fabriqués, en France. Alors pas au niveau régional, on n'a pas encore, en Auvergne-Rhône-Alpes, d'entreprises qui fabriquent, des panneaux de contreplaqué. On peut passer. Et le déroulage, le tranchage pardon, qui, permet en fait qui est plus utilisé, alors ça aussi on est, assez faible en industrie en France, c'est tout ce qui est, panneaux de plaquage en fait. Donc plutôt, décoration pour, meubles, heu, panneaux ou autres et cetera. Et là un petit, panel des, différentes, teintes, aspects, couleurs que l'on peut retrouver, en fonction des différentes essences de bois. Alors là, on a tout mis, hein, que ça soit bois exotique ou bois, français, européen, mais voilà, c'est pour vous faire voir un peu la diversité qu'on peut retrouver. Et enfin, les panneaux de trituration. Donc vous retrouvez dans ces panneaux de trituration les panneaux de particules, les panneaux d'OSB, les panneaux de fibres. Dans les panneaux de fibres, on peut parler de panneaux de fibres, denses, ce qui est, les, médiums, et en panneaux de fibres, on peut aussi parler de panneaux d'isolation qui sont plus ou moins denses. On va parler de rigides, semi-rigides pour les panneaux de laine de bois. Voilà, les autres panneaux, c'est assez courant, hein. Le panneau d'aggloméré, c'est des petites particules que l'on vient, imbibé de colle, enrobé de colle et qu'on vient ensuite, presser, heu voilà, qu'on vient compacter et presser à une certaine densité, à des densités qui peuvent être, qui sont différentes selon le type de panneau. Et derrière, vous avez des panneaux standardisés. C'est à peu près identique pour les panneaux d'OSB avec une particularité, c'est qu'on oriente en fait les lamelles pour pouvoir lui procurer, une certaine, résistance mécanique. Et vous avez différentes, caractéristiques de produits aussi, hein, voilà, les OSB, vous avez, 1, 2, 3, voire 4, qui n'est plus trop produit, mais ça existe. Donc ça vous permet de savoir dans quelles, conditions vous pouvez utiliser le panneau. Pareil pour les panneaux de particules. Et pour finir, nos outils, à votre disposition, donc avec des guides aussi que vous pourrez retrouver sur notre site internet par rapport au matériau bois, par rapport à son usage, que ce soit en agencement, que ce soit dans la construction ou autre. Vous avez le site Bois d'ici où vous retrouvez les produits qui sont fabriqués en Auvergne-Rhône-Alpes et les entreprises qui, fabriquent ces produits-là. Vous avez, donc le guide qui est téléchargeable, sur ce site, et un annuaire des, menuisiers agenceurs qui existe. Vous avez sur notre site internet aussi un annuaire des charpentiers constructeurs bois, mais ça vous intéressera pas forcément. On peut passer à la prochaine. Le sapin, vous avez une page qui existe sur notre site internet. On a une grosse action sur cette essence-là parce que c'est une essence qu'on a, qui est très présente. C'est même l'essence principale, présente dans les massifs forestiers d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec des arbres qui arrivent à maturité et qu'il faut, impérativement, exploiter, utiliser et valoriser. Donc là, vous avez, toute une documentation qui existe, qui vous explique un peu, ce qu'est, voilà, les caractéristiques de cette essence, les différents usages qu'on peut en faire, et cetera. Et ensuite, bah, vous retrouvez ça sur,
Alors, notre site internet, le site Questions Forêt, si vous vous posez des questions par rapport à la gestion durable des forêts, aux différents rôles que joue la forêt en matière sociale, économique, environnementale. Vous avez notre magazine Mention Bois, dont Nicolas a déjà parlé au début, newsletter, et puis vous avez plein de voilà, plein d'ouvrages qui sont en téléchargement libre sur notre site internet et qui peuvent vous montrer des exemples, vous apprendre des choses sur, la filière, Aura, sur les produits fabriqués en Aura, etc. Super, merci beaucoup Jean-Pierre. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions plus, est-ce qu'il y aura la mise à disposition de tous ces documents-là ou de ce qui a été présenté par Jean-Pierre, et puis des questions sur le concours de design qui ont été mises dans le chat. Donc on a essayé d'y répondre à chaque fois. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, ce que je vous propose, Jean-Pierre, on te remercie parce que c'était très intéressant cette partie-là. Je vais laisser la main à Julien, donc Julien Leroy, donc chargé de communication pour Fiboura. Il va vous parler, comme il a une sensibilité sur le design, il va vous parler un petit peu justement des applications du bois dans le design et vous donner quelques références également. Tu me dis, Julien, pour bonjour. hein, comme Jean-Pierre, n'hésite pas à me dire quand est-ce que je peux. D'accord. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, comme dit Nicolas, je suis chargé de communication, mais en fait, j'ai une appétence pour le design puisque je suis quand même architecte de formation. Et donc, je connais un petit peu ce domaine. Vas-y, tu peux lancer la première. Alors, ce sera très rapide, puisque du coup, nous avons traité le dossier du design et du bois de l'utilisation dans le numéro, donc c'est 30 de notre magazine sur bois. C'était tout simplement le bois et le design, une histoire intime. Et pour aller un peu vite, voilà, je vous ai mis un peu 4 références de bois, et notamment l'utilisation du bois dans le mobilier. Alors là, c'est vraiment du mobilier, sachant que nous, sur concours Bois Français Design, ce n'est pas réservé qu'à du mobilier, hein, c'est tout objet de design. Et dans ces cas, voilà, le premier, je vous ai mis la fameuse chaise bistrot de Michael Tonnet, tout simplement puisque en fait, c'est le premier design industriel qui fait référence auprès des historiens, et elle est bien sûr en bois. Sa particularité, je pense que vous la connaissez, c'était 8 vis et 5 morceaux de bois. Donc là, en bois cintré courbé, comme on peut dire. Donc voilà. La seconde, c'est plutôt, je l'ai mis, c'est le fameux fauteuil rouge et bleu de Geert Rietveld, tout simplement parce que là, elle est en bois, mais elle a un traitement particulier puisqu'elle est laquée. Donc ça peut faire partie aussi des pistes peut-être à explorer pour le concours. Ensuite, je vous ai mis toujours une chaise de Geert Rietveld, la chaise zigzag, tout simplement. Mais là, c'est un peu comment on peut utiliser le bois avec la structure pour créer quelque chose de, effectivement, on va dire, instable. Voilà. C'est l'une des premières chaises qui a été créée avec un porte-à-faux. Donc ça, c'est assez intéressant. Et la deuxième, c'est fameux Gio Ponti avec la chaise Superleggera. Alors, comme dit son nom, elle fait à peu près, je crois, 140 grammes, 104 grammes. Voilà, le but de Gio Ponti, c'était alléger au maximum une chaise, et elle est en bois. Alors là, particularité, son assise, elle est en paille. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fermé dans le concours, hein. On n'est pas obligé d'être 100% bois à tout prix, mais il faut quand même que ce soit la majorité de l'objet qui va être créé. Nicolas, à toi. Donc là, après, ensuite, sur la seconde diapo, je vous ai mis en fait les 3 lauréats de l'année dernière, donc du concours Français Design Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le projet d'Alan Georges avec le projet Baguette, c'est pour vous montrer tout simplement que effectivement, ce n'est pas du mobilier, ça peut être tout simplement un objet. Et là, c'est des objets en bois. Et lui, Alan Georges, traite essentiellement avec des matériaux comme le hêtre, le frêne ou le chêne local, et il part des assemblages de menuiserie traditionnels, donc par exemple de charpentier, pour créer cet environnement de jouets pour enfants, et comme il le dit lui-même, aussi pour les grands. Ensuite, on avait les terrasses parasol de Hubral. Alors là, c'est un projet d'aménagement extérieur pour la ville. C'était comment s'occuper des places de parking
différemment au vu des envies de société et d'urbanisation actuelle, c'est réduire aussi la place dans la ville de la voiture. Et le troisième, donc c'était la bûche à gauche, donc Nous Architectes, qui est une agence d'architecture dans l'Ain. Et là, ils ont travaillé tout simplement un mobilier particulier, c'est-à-dire qu'ils avaient pour contraintes, on va dire, qui se sont imposées, de travailler le être du département de l'Ain, et notamment du budget, et comment montrer le bois de l'étape on va dire, de bûcheronnage jusqu'à sa transformation en mobilier. Et ils sont partis sur le principe des bûches, voilà, verticales, un peu transformées, assez brutes, mais pour montrer voilà, tout son dessin du bois, pour créer ces espaces, pour créer cette bibliothèque. Voilà. Et puis, la troisième, voilà, je vous parlerai d'innovation dans le bois. Et donc là, c'est des produits qui existent avec le bois. Donc, on a le Airwood, comme le dit, du bois soufflé. Alors, la particularité, en fait, c'est que c'est un bois qui est scié, c'est un plaquage très fin sur une membrane plastique et il peut être intégré voilà, dans du mobilier ou dans des surfaces. Et par un système d'injection d'air, on peut le gonfler à sa guise. Alors, il y a différentes stries et on va ajouter la lumière derrière pour voir un plus. Nuo, là, c'est un bois textile. C'est clairement comment utiliser le bois un peu comme du cuir. Donc, on pourrait l'utiliser pour en faire des sacs. Donc, ça, c'est pareil. Le concours design ne se restreint pas non plus à un objet mobilier. C'est bien ce que je vous disais. Donc, c'est ce que je vous ai présenté Nuo, qui est un produit particulier. Et ensuite, on a l'Isocore. Et là, c'est comment travailler un autre produit de structure ou voilà, de structurer différemment sans utiliser, par exemple, souvent c'est un matériau qui est utilisé, qui fait référence notamment à, par exemple, une résine métal armée en fait, et on plaque du bois de chaque côté. Donc là, ils ont travaillé en fait cette structure, ils ont remplacé la structure métallique en fait pour éviter de faire en fait des panneaux, ce qu'on pourrait dire sandwich, voilà, avec 100% bois. Ça, c'est des produits qui ne sont pas forcément en Auvergne-Alpes, qui ne sont pas forcément français, qui sont développés, mais auxquels voilà, on voulait vous les amener pour vous amener à penser peut-être vos futurs designs. Donc voilà, j'ai été rapide, mais c'était pas pour vous donner trop de pistes, c'était plutôt pour vous donner des idées. Super. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on arrive au bout de ce webinaire. En fait, on essaie vraiment de vous donner les règles clés du concours design, des informations sur le matériau bois technique pour vous orienter sur les usages, notamment pour que vous posiez les bonnes questions et que vous preniez en considération ce matériau qui est quand même assez particulier. Et puis enfin, quelques applications du bois dans le design pour vraiment vous donner un peu des idées, envies, des challenges peut-être à relever grâce au matériau bois et des applications dans le design. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer maintenant. Sinon, si vous en avez pas ensuite, n'hésitez pas à revenir vers moi en priorité parce que le cours de design, c'est moi qui suis plutôt le chef de file. Même si Jean-Pierre, il m'aide beaucoup sur la partie technique, Julien sur la partie un petit peu plutôt sur le design. Mais voilà, priorité, contactez-moi et si besoin, je vous mettrai en relation avec eux ou je leur poserai des questions et on viendra comme ça. Ça évitera de décupler le nombre d'interlocuteurs sur ce cours de design. Et puis, donc, dans tous les cas, vous allez recevoir très prochainement donc, le support de la présentation d'aujourd'hui et également le lien vers le replay pour que vous puissiez le diffuser très largement. Donc, j'ai entendu tout à l'heure, vous parliez de designers de Franche-Comté, si ou de Grand Est, s'ils utilisent du bois, si les entreprises du coin, il ne faut pas hésiter à ce qu'ils candidatent à son cours. Voilà. Et donc, il y a une deuxième session de ce webinaire qui est organisé le 1er mars. Même heure, je crois. Ou non, c'est 9 h, je crois, je ne sais plus. Mais vous mettez également cette information-là, c'est 9 h. Voilà, donc 1er mars, 9 h, même donc toutes les informations vous seront communiquées également. Et puis n'hésitez pas à diffuser l'information pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui participe. Merci beaucoup à tous. Merci Jean-Pierre, merci Julien, merci à vous qui avez suivi ce webinaire. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.